très forte. Quel est son objectif principal que voulez-vous déclencher chez la personne qui lit ce titre? C'est un titre qui repose sur une sorte d'oxymore en tant que la vie est quelque chose qui appelle le plein. Et en général, tout ce qui est de l'ordre du vivant suppose une augmentation de l'activité, de l'intensité, du mouvement, par opposition au vide qui lui renvoie plutôt à la mort. Et donc, à travers ce titre, j'ai voulu confronter le lecteur à une situation paradoxale qui suppose qu'aujourd'hui, notre vie est en train de s'éteindre, est en train de s'appauvrir, est en train de s'évider. C'est-à-dire que finalement, nos vies deviennent mornes, à défaut d'être mortes, et que cela me permet de faire un parallèle que j'établis dans le livre entre un choix qui désormais nous est proposé et qui est inédit dans l'histoire, entre le fait de pouvoir vivre sa vie matérielle, une vie à laquelle on ne peut pas échapper, faite de dimensions tragiques également, telles que la mort, la maladie, le travail dans sa difficulté, les souffrances. Et face à cela, aujourd'hui, nous avons l'occasion d'échapper, de mener une conduite de fuite à travers des existences virtuelles. Là où nos existences virtuelles, finalement, nous permettent d'éviter toute cette dimension tragique de la vie concrète, telle que ça peut aller aussi bien des maladies, des personnes inconvenantes face auxquelles on aura envie de fuir en les ghostant, par exemple, que la pénibilité de l'effort physique, puisque sur virtuel, dans la virtualité, on n'est pas présent physiquement, ainsi de suite. Et donc, finalement, nous serions tentés de nous d'échapper de nos vies à travers des existences virtuelles et factices. Mais dès lors, cela constitue un danger majeur que d'oublier de vivre en tant que tel ou de fuir la vie. Et c'est un petit peu ça, l'enjeu des vies vides. Le besoin d'être heureux est devenu une nécessité fondamentale dans notre relation avec le monde. Comment reconnaître ces besoins chez soi et comment y répondre? Alors, la question du fait d'être vu, ce qui est aussi l'enjeu de la reconnaissance, qui est le sous-titre des vies vides, notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier, se penche sur ce qui se passe dans les existences virtuelles. Finalement, quand on existe dans le champ de la virtualité, ça peut être sur la forme d'un avatar, par exemple, sur tous nos usages du virtuel, eh bien, cela existe par le biais d'une image. Donc, en fait, notre enjeu, une image dont on a conscience, une image que l'on voit soi-même. Quand, par exemple, je dialogue avec vous, je me vois en train de dialoguer. Quand je vais chercher mon pain chez la boulangère, je ne me vois pas en train d'exister. Je n'ai pas un retour sur ma propre existence. Et de fait, je ne pense pas à cette problématique du regard que l'autre a sur moi ou du regard que moi-même j'ai sur moi. Et effectivement, dans l'existence, dans nos existences virtuelles, cette question, cette dimension du regard est très importante et nous invite à toujours performer, à toujours vouloir plus. Et finalement, on en vient très vite à une course à la popularité. Et moi, j'oppose rapidement la lutte pour la reconnaissance telle qu'elle est présentée par des philosophes, comme par exemple Axel Honneth, ou encore le besoin naturel à tout humain de reconnaissance tel qu'il a été développé par exemple chez Paul Ricoeur. À cela, j'oppose la course à la reconnaissance, dont le but est d'exister totalement et pleinement sur la scène du virtuel, à l'image des influenceurs par exemple. Et donc le but de la lutte pour la reconnaissance est à la fois d'être vu, mais aussi surtout d'éliminer les concurrents. Et on est là, vous voyez, dans un système politique qui fait que finalement, ce mécanisme et ce fonctionnement est quelque chose qui détruit le champ collectif, détruit la société. C'est quelque chose qui finalement nourrit l'hyper-individualisme. Et donc c'est contre ce type de fonctionnement, qui est quasiment inévitable aujourd'hui, notamment sur les usages des réseaux sociaux, que je veux alerter par la lecture de ce livre. Quels sont les besoins, les avantages de la discrétion et de l'épudeur pour l'être humain? C'est une très belle question. C'est un champ que je n'aborde pas directement dans mon ouvrage, mais finalement, ça pourrait être un contre-pied à cette tentation de l'extrême popularité ou de la course effrénée, illimitée à la reconnaissance. C'est très beau parce que la notion de pudeur, par exemple, en grec, c'est aidos, A-I-D-O-S. Il y a un jeu de mots avec aidos, ce que l'on cache à la vue, littéralement, donc ce que l'on ne montre pas, et
en grec eidos, E-I-D-O-S, qui est à la fois l'idée, le concept, ce qui nous permet de nous élever au sens littéral, à la forme. Eh bien, la pudeur, ce que l'on cache à la vue, c'est à la fois quelque chose qui permet de nous protéger, qui permet aussi de garder ce qu'il y a de plus intime, de plus indicible, et peut-être aussi dans le sens de l'élévation de quelque chose qui serait de l'ordre d'une vérité du sujet, de quelque chose qui serait imperceptible. Et cette pudeur aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est terriblement enfreinte, elle est terriblement enfreinte. Elle est complètement dévoyée dans le sens où on est dans une sorte de surexposition, d'exhibition permanente de soi, aussi bien dans l'ordre du corps que dans l'ordre de nos pensées les plus intimes, de nos vies les plus personnelles, comme par exemple l'exhibition de nos familles, de nos moments les plus particuliers. À titre d'exemple, je veux prendre ces personnes qui postent des radiographies après un problème médical sur les réseaux sociaux. Donc on voit carrément la photo d'un corps radiographié, donc le squelette, les problématiques. Et effectivement, on peut tout à fait se poser la question de la pudeur. La pudeur et la discrétion, au contraire, je pense qu'il y a quelque chose de terriblement protecteur et important à préserver la pudeur et à faire en sorte de ne pas trop se raconter. Parce que finalement, tout ce que l'on montre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout ce que l'on dit de soi, est quelque chose qui peut-être est une occasion, est une donnée, au sens littéral, qui peut être un moyen de nous attaquer profondément. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à cultiver la pudeur. Une autre question. Votre livre est pour toutes les âges? Oui. Le recommanderiez-vous aux jeunes? Absolument. Ce livre, je l'ai écrit pour tout le monde. Il s'adresse à tout un chacun, avec particulièrement une pensée en arrière-fond. Je suis une maman de 2 jeunes enfants de 6 ans et 10 ans. Et mon garçon de 10 ans s'intéresse déjà depuis un petit moment aux technologies et à Internet. Et c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux adolescents, parce que je parle aussi de leurs pratiques, qu'aux parents et à toute personne qui serait amenée à réfléchir sur, de manière beaucoup plus globale, le devenir de notre société humaine. Et il faut que vous sachiez que j'ai créé en 2024 un institut de recherche en éthique du sujet numérique, précisément pour accompagner une réflexion globale contre des vies vides. Et donc c'est une réflexion qui suppose une question: dans quel monde voulons-nous vivre et quel monde voulons-nous laisser à nos enfants? Et les vies vides s'inscrivent dans cette réflexion globale que je mène depuis maintenant plusieurs années. Oui, il est important que les adolescents comprennent qu'il y a plus à l'écran et à l'apparence. Absolument. Il est très important aussi que les enfants, parce qu'on parle d'enfants, 10 ans, 12 ans, 14 ans, ce sont des adolescents à 14 ans, mais 10-12 ans, ce sont encore des enfants. Et il est très important de comprendre que l'image que l'on donne n'est pas anodine, que ce soit dans les récits ou évidemment dans les photos, et que ça peut être un moyen c'est un moyen que l'on donne à d'éventuels agresseurs. Beaucoup de personnes sont malveillantes sur les réseaux. Et c'est un moyen que l'on donne à des agresseurs de pouvoir nous atteindre. Donc il faut absolument être vigilant à cela. Il faut continuer l'éducation que l'on a au champ du virtuel. Ça fait des années qu'on commence à la pratiquer quand on est parent ou quand on est à l'école. Mais il faut absolument continuer à cela. Et surtout, se dire que rien de ce que l'on fait dans le champ de la virtualité n'est anodin. Voilà, tout peut porter à conséquence. Et c'est très difficile d'enlever des choses qui ont été postées dans le champ du virtuel. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé. À bientôt. Thank you so much.